Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mercredi 23 mai 2018. Bienvenue, comme vous avez pu le constater, ce soir, nous avons le compte-rendu de la fête qui sera publié à 20 h heure française. Mis à part cela, nous aurons des chiffres de l'inflation britannique ce matin à 10h30, la confiance des consommateurs en zone euro à 16h. On va voir ça dans un petit instant et on va faire comme d'habitude un tour de l'actualité avant de passer à l'analyse technique. Alors, pour commencer, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte de capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Didier, j'espère que vous allez bien. Christian, que je salue également. Frédéric, bien le bonjour à vous. Eiji, Catherine, bien le bonjour. Eiji qui me confirme que l'image et le son fonctionnent. Eh bien écoutez, c'est parfait, merci pour cette confirmation Eiji. Sans plus attendre, voici le briefing d'actualité. Il y a quelques petites choses à retenir. Concrètement, on a eu en fin de journée hier une baisse de l'optimisme concernant un potentiel accord commercial entre les États-Unis et la Chine, notamment parce que on a Donald Trump qui a déclaré qu'il n'était pas satisfait des négociations commerciales avec la Chine qui se sont déroulées la semaine dernière, mais les a qualifiées d'un bon point de départ pour régler le déficit commercial des États-Unis. Il a également annoncé qu'il souhaitait que la Chine réduise de 200 milliards de dollars son déficit commercial avec les États-Unis d'ici à 2020. Voilà, donc concrètement, l'optimisme qu'on avait depuis le début de la semaine, suite aux différentes annonces de la part de Steven Mnuchin, le secrétaire d'État américain, ou encore le fait que enfin dans la nuit de lundi à mardi, on a cette autorité chinoise qui ont annoncé qu'elle réduirait les droits d'importation des voitures de 25 à 15%. Alors, on a tous ces facteurs-là qui ont, pas été balayés, mais disons que l'optimisme s'est nettement diminué suite aux propos de Donald Trump. Voilà, donc les devises océaniques comme l'AUD et le NZD sont les devises qui gagnaient le plus de terrain hier dans la journée et ce matin sont ceux qui perdent le plus. Voilà, c'est les plus enclins, c'est les plus exposés, l'AUD et le NZD, à l'évolution des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux pays, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sont nets exportateurs vers la Chine, et notamment de matériaux ou de produits alimentaires. Donc qui dit la Chine qui exporte plus, dit hausse de la demande. Ou en tout cas, qui dit réduction des exportations chinoises en cas de barrière commerciale américaine, dit également réduction de la demande de matières premières. Et donc, réduction du commerce avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Sinon, nous avons eu Donald Trump qui a également annoncé qu'il y avait une chance substantielle qu'un sommet avec Kim Jong-un ne fonctionne pas, n'aboutisse à rien en conclusion. Et enfin, en Europe, on a les deux partis populistes italiens qui ont choisi, alors, Giuseppe Conte, un candidat politique qui est plutôt inexpérimenté pour le poste de Premier ministre. Et sa nomination doit encore être validée par le président italien qui a annoncé prendre plusieurs jours avant de prendre sa décision. Ouais, sinon, on a les prix de pétrole qui ont trouvé un nouveau relais de hausse. C'est depuis le début de la semaine les craintes quant à de nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela suite à la réaction de Nicolas Maduro. Voilà un petit peu pour le briefing de l'actualité. Peut-on voir USDCHF car jolie correction et jusqu'à où, nous dit Catherine. Alors oui, on va voir ça dans un petit instant. Avant tout, voici le résumé de la séance américaine des asiatiques. Donc concrètement, on a le marché qui s'est inversé par rapport à la même slide la journée précédente. Donc on a Dixie qui gagne légèrement du terrain. Hier c'était en baisse de 0,08, enfin avant-hier pardon, en baisse de 0,08. Hier en hausse de 0,005. Le Dow, le S&P, le Nasdaq qui recule. Hier, ils étaient en hausse. Le rendement du T-Note qui se stabilise à 3,06%. Ce matin, le yen index, c'est pas l'USD yen. Le yen index prend 0,73%. C'est une hausse vraiment énorme. Donc voilà, le yen qui est extrêmement bullish ce matin avec le franc et le dollar. On va voir ça dans un petit instant. Le gold qui perd légèrement de terrain parce que, comme je viens de vous le dire, on a
le dollar qui est en hausse, donc qui fait pression sur le cours de l'or, le Nikkei, le Hang Seng qui sont en baisse. Le Hang Seng, ce qui est plutôt normal, hein, étant donné qu'on a Wall Street qui a clôturé dans le rouge, même le Nikkei, mais le Nikkei encore plus étant donné qu'on a une hausse du yen. Et qui dit hausse du yen dit indice marché japonais sous pression. Ouais, et au niveau du calendrier économique, donc ce qui va nous importer le plus, c'est les indices flash, donc les estimations pour le mois de mai des indices PMI, que ce soit services, composites, manufacturiers, publiés à 10h heure française pour la zone euro, 9h30 pour l'Allemagne. 10h30, important, ça va être l'IPC, l'inflation au Royaume-Uni. S'il y a une accélération de l'inflation, eh bien, la livre sterling devrait probablement progresser, et à l'inverse, un chiffre d'un année du consensus, voire même en baisse, réduirait la spéculation, enfin reporterait la spéculation quant à une hausse des taux de la Banque d'Angleterre et donc ferait baisser la livre sterling. Sinon, nous aurons la confiance des consommateurs en zone euro, à 16h, ici. Et enfin, le compte rendu, ou encore les minutes, voilà, de la Fed, à 20h. Voilà un petit peu pour, alors, voilà un petit peu pour tout ce qui est fondamental. On passe à l'analyse technique. Passe à l'analyse technique avec les indices Forex pour commencer. Indice FX, regardez ce matin ce qu'on a. Nous avons le yen plus 0,87. Vous voyez, depuis en 20 minutes, le yen a continué à progresser. Donc on a une bougie extrêmement bullish sur le yen. Vous voyez que ce support mensuel tient bon. En fait, c'était, vous vous en souvenez, le haut du range. Le haut du range qui devient un support. Donc bon, on a une très forte hausse du yen. C'est probablement pas le moment de rentrer à l'achat, hein, vu le momentum. On aura très probablement une respiration dans la journée. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut rentrer à l'achat tout de suite sur le yen, la réponse c'est non. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Le NZD en baisse, l'AUD en baisse, c'est les deux devises les plus baissières. L'euro en baisse, le GBP en baisse, le franc suisse qui augmente, le franc suisse qui est en hausse, et vous voyez qu'il arrive assez rapidement finalement dans cette zone où il y a la plus forte probabilité d'un rejet, d'un rebond du pullback, donc en gros une reprise de la tendance baissière. Quand on arrive dans une zone de, on va dire, résistance, voilà, donc franc suisse qui continue à rebondir, néanmoins tant qu'on n'a pas de signaux baissiers, il n'y a pas de raison de vendre le franc pour le moment. C'est pas parce qu'il arrive dans une zone de résistance qu'il faut directement vendre, prendre des bénéfices, pourquoi pas, une partie, c'est tout à fait cohérent, mais maintenant de là à vendre une tendance haussière, ce n'est pas encore ce qu'il y a de mieux à faire. Au niveau du dollar, on a une reprise haussière, proche, vous voyez, des sommets, hein. Je pense que voilà, le dollar, c'est ni à payer ni à shorter dorénavant. Ceux qui sont déjà à l'achat, c'est possible de les maintenir, de maintenir les positions longues sur le dollar face, par exemple, à l'euro, la livre sterling, et c'est tout, concrètement. Mais sinon, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut rentrer à l'achat sur le dollar maintenant ou à la vente, la réponse est non, ni l'un ni l'autre. Je pense que voilà, le dollar, on va connaître un scénario de ce même genre lors de ces prochaines semaines, en attendant la hausse des taux du mois de juin. Et en fonction de la hausse des taux du mois de juin et surtout des propos de Jérôme Powell, il y aura une réaction soit haussière ou soit une déception, et dans ce cas-là, le dollar partira à la baisse. Voilà. Donc, je suis plutôt neutre sur le dollar dorénavant. Et le CAD est en baisse, hein, étant donné que voilà, le message qu'a envoyé Donald Trump à la Chine n'est pas également bon pour les renégociations de l'ALENA. Donc CAD sous pression. Et encore, ce n'est pas le moment de vendre le CAD. Bien qu'on ait eu une divergence, le prix reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et le RSI au-dessus de 50. Donc le CAD, nous n'y touchons pas. Encore une fois, je pense que l'euro s'achève, le GBP s'achève, sont des paires intéressantes, même l'USD s'achève à vendre. Donc on passe tout de suite sur l'euro s'achève. Euro s'achève qui teste cette moyenne mobile à 200 jours. Il y a encore de quoi continuer à la baisse. Donc voilà, c'est possible que l'euro s'achève revienne à 1,15. Hein. Concrètement, le momentum il est baissier.
Le court test à moyenne mobile de 100 jours, donc pour le moment, il n'y a pas de raison de payer l'euro CHF, hein. Donc voilà, ça se vend l'euro CHF pour ceux qui sont à la vente, ça peut encore se maintenir jusqu'à 1,15 pour le moment. Le GBP CHF c'est 1,32 dans un premier temps, mais vu le momentum, bon ça également dépend de l'inflation britannique ce matin à 10h30, mais vous voyez que le GBP, si on regarde le GBP Index, la prochaine résistance finalement, elle se situe ici. C'est ni plus ni moins que voilà on va dire cette ligne médiane de ce canal ascendant. Donc le GBP est encore assez loin d'un support et le franc suisse est quand même particulièrement bien haussier et n'est pas encore proche de la résistance. Il entre dans sa zone, mais vous voyez que 50% qui est là le niveau le plus probable d'un rebond, enfin, d'un rejet dans cette configuration là. Eh bien, il est encore assez loin. Enfin, il y a une marge de progression pour le franc. Donc, je vois bien le GBP CHF s'enfoncer davantage, un peu plus que l'1,32. Pourquoi pas même les 1,30, hein. Donc, voilà, 1,32, c'est possible de prendre une partie des bénéfices parce que c'est quand même 23% de retracement de cette tendance. C'est également cette oblique haussière et la moyenne mobile de 100 jours. Donc, ce n'est pas un niveau lambda, mais vu la tendance du franc suisse et la tendance de la livre sterling, à part si on a une inflation qui accélère au Royaume-Uni, je pense que c'est possible de continuer de vendre le GBP-CHF jusqu'à 1,30. L'USD-CHF, voilà, on a le dollar comme vous avez pu le constater il y a un petit instant qui est haussier, donc forcément la hausse du franc suisse est assez compensée par la hausse du dollar. Mais voilà, on a quand même le franc suisse qui surperforme le dollar depuis le 10 mai. Vous voyez que depuis le point haut, le cours est en baisse, ce qui veut dire que le franc surperforme le dollar. Et moi, mon objectif concrètement, c'est un retracement jusqu'à ce seuil 0,9850. Ensuite, nous verrons bien, mais ne soyons pas non plus trop optimistes. On a un RSI sur 50, c'est un niveau de support, donc voilà. Donc Catherine, pour répondre à votre question, USSHF baissier jusqu'à 0,9850. Alors, Didier qui nous dit on est quand même dans un monde fou, un tweet par-ci, un tweet par-là de Trump et hop, le monde tremble et les marchés financiers réagissent. Alors oui, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui aurait été probablement inimaginable il y a de cela même 5 ou 10 ans. Mais bon, écoutez, c'est le cas, hein. Euh, et, euh, et voilà, je ne sais pas quoi dire, mais c'est vrai que bon, on peut reprocher cela. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, François, Didier, Emma, voilà, bien le bonjour à vous. Raymond que je salue également. Les paires en yen, donc, vous avez pu constater, le yen est particulièrement bullish ce matin, plus 0,90%. C'est énorme, hein, cette progression, c'est rarement vu, cette hausse d'un indice. Le yen, dès qu'il réagit, que ce soit la hausse ou soit la baisse, il est assez volatile, hein, ça faut le savoir. Donc, le yen, moi vous connaissez ma perspective sur du moyen long terme, elle est plutôt haussière sur le yen. Donc, sur toutes les paires en yen, je suis plutôt baissier, surtout face à l'USD yen à moyen long terme, parce que je pense que, voilà, moi je suis bullish, enfin, j'étais bullish sur le dollar ces dernières semaines, mais je ne suis pas bullish sur du moyen long terme. Voilà, je pense que le dollar, on est proche d'avoir fait son point haut, enfin, il est proche d'avoir fait son point haut. Donc, voilà, je pense qu'il va reprendre sa tendance baissière, sa tendance de fond. Donc, l'USD yen, c'est une stratégie baissière qui m'intéresse particulièrement sur du moyen long terme. Voilà, cette zone de prix entre 110, 111, 110, 112, pardon, ça peut se vendre jusqu'à 105, voire même 100 sur du moyen et long terme. Sinon, tout ce qui est pair en yen, je pense que là, on a un bon chandelier. Maintenant, j'attendrai la validation parce que si on n'a pas la validation, on a tout de même un yen qui sera sur support avec un gros sell-off en intraday. Donc, voilà, le yen, oui, on a un bon momentum. De là à l'exploiter, ça me semble compliqué tant qu'on n'a pas la clôture. Et en intraday, vu le momentum, ça me semble compliqué pour qu'il progresse encore plus.
Voilà, donc je fais rapidement un tour des paires majeures, même s'il y a peu de choses qui ont évolué depuis hier. L'euro-dollar en baisse. Objectif, comme vous savez, c'est les 1,1650 à peu près. Le GBP USD en baisse jusqu'à 1,32. Tout va dépendre de l'inflation également, comme vous le savez. Le NZD USD reprend une tendance baissière. A priori, jusqu'au support, vous voyez que la moyenne mobile à 20 jours a fait office de résistance. Et on a bien fait d'attendre, finalement, les signaux haussiers sur le NZD Index. Parce que hier, souvenez-vous, on avait un beau momentum haussier. Et finalement, vous voyez, la moyenne mobile à 20 jours n'a pas été franchie. Et le RSI est toujours en dessous de 50. Donc, waouh, on fait bien d'attendre les clôtures quelquefois. Enfin, en swing, c'est très important d'attendre les clôtures. Donc le NZD, possible retour à 0,6850. À part si d'ici là on a une bonne nouvelle concernant les relations commerciales États-Unis-Chine. USD CAD, voilà, moi je suis neutre, vous voyez que c'est un range trading depuis le 10 mai. Vous voyez que c'est un range dans une fourchette d'environ 180 pips, il n'y a pas grand chose à faire. Le SHF, nous l'avons fait, l'USD Yen également, l'AUD-USD en baisse. Là, il y a retour vers les 0,75, hein, concrètement, 30 pips de baisse en intraday, pourquoi pas. Et l'euro GBP, c'est pareil, hein. On a aucune configuration intéressante pour le moment. Je passe sur les indices. Les indices comme le CAC. CAC est en baisse ce matin. CAC est en baisse ce matin. On n'a pas vraiment de facteurs, si ce n'est que on a la dégradation des perspectives quant aux relations commerciales États-Unis-Chine, ce qui a fait clôturer Wall Street dans le rouge, les indices asiatiques dans le rouge ce matin, et donc les indices européens réagissent sont dans le rouge, parce qu'il n'y a pas de nouveau catalyseur qui viendrait justifier une hausse. Et puisque les Européens n'ont pas encore intégré cette nouvelle au prix, eh bien ils les répercutent sur les marchés actions européens. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Le CAC va probablement faire son pullback, vous voyez, à son ancien sommet aux alentours des 5570 points. Le DAX, retour à 13 000. D'ailleurs, je souligne le risque baissier qu'ont les indices européens pour le moment. Alors, pas à court terme, mais voilà, d'ici quelques séances, quelques semaines, on aura l'euro-dollar qui va revenir sur un support sur lequel il va rebondir, et la hausse de l'euro-dollar devrait immédiatement, je pense, provoquer une prise de bénéfice sur les actions européennes. Parce que pour le moment, les marchés actions européens profitent de la baisse de l'euro. Si vous regardez, ils sont corrélés. Hein. Point bas du CAC, c'est allez, fin mars. Qu'est-ce qu'on avait fin mars sur l'euro-dollar? Fin mars, voilà, on avait l'un des points hauts. Donc voilà, baisse de l'euro, hausse des marchés actions européens. En plus, là, on n'a pas que cela, on a également le pétrole, on a les rendements, donc voilà, ça c'est une bonne chose. Mais ce qui permet au marché européen de surperformer, c'est vraiment la baisse de l'euro. Donc si demain on a une hausse de l'euro, les investisseurs devraient retourner sur d'autres marchés comme bien par exemple les marchés britanniques. Si la livre sterling continue à baisser, ce qui ne sera pas forcément le cas si l'euro rebondit, mais bon, nous ne savons jamais en avance, mais plutôt, je fais plutôt référence au dollar, parce que si l'euro monte, forcément le dollar il baisse, et vice versa. Donc si on a l'euro qui monte, les flux repartiront à Wall Street. Voilà, donc je pense dès lors qu'on aura l'euro sur support, ce sera le moment de prendre des sérieux bénéfices sur les marchés actions européens. Et le support sur l'euro, c'est les 1,1650. Nicole qui me dit Valentin, l'IBEX peut-il retourner à 9500 points? Alors, oui, ça me semble possible. Hein. Ça me semble possible si on a une dégradation en Italie. Si on a vraiment un scénario, je dirais pas catastrophe, mais voilà, si on a de l'eurosceptisme mis en place par ce gouvernement, même si a priori voilà ils sont eurosceptiques, rien ne nous dit que euh, ces, euh, ces réformes vont être votées.
Donc si on a l'Italie qui envoie un mauvais signal aux investisseurs de la zone euro, c'est tous les pays du Sud et même l'Espagne qui va être impacté, et même la zone euro entière d'un point de vue global. Donc dans ce cas, ça me semble possible qu'il revienne à 9500. Mais pour le moment, je pense pas que ce soit d'actualité, pour être honnête avec vous. Je pense qu'un retracement de 38% est déjà dans les cordes, voilà, c'est déjà 900 points, retour à 900 points. 50% c'est 9800, ce qui me semble raisonnable. 9500, ça me semble quand même assez bas. Vous voyez, tant que le MIB, alors, tant que le MIB tient de ce support, bon, il est encore assez loin, hein. Il est encore, il y a 5%. Tant qu'il tient ce support, on n'a pas de scénario catastrophe sur les indices européens. Si le MIB dépasse ce support, ça va être compliqué pour les marchés actions européens. Alors, François qui nous dit 20h compte rendu de la réunion de la politique monétaire de la Fed. Oui, c'est ça exactement. Les tweets de Trump participent à la volatilité. C'est tout à fait cela. Emma, donc ça dépend, oui, de quel côté on se situe. Hein. Ça dépend de quel côté on se situe. C'est vrai que ce côté de l'Atlantique, c'est mieux d'avoir, c'est mieux de voir Trump de ce côté de l'Atlantique, je pense, parce que ça permet au marché action au marché boursier de réagir, d'être un petit peu plus volatile que la normale. Et voilà. Maintenant, personnellement, je préfère être de ce côté de l'Atlantique et regarder Trump. C'est vrai que c'est peut-être le meilleur côté. Hubert qui me dit bonjour Valentin, un peu en retard, désolé, pas de problème hein, Hubert. Est-ce que j'ai fait un point sur l'euro dollar? Alors oui, mais un point très très rapide étant donné qu'il n'y a pas grand chose qui a changé depuis hier. En clair, sur les paires majeures, c'est le dollar qui garde la main, mis à part face au franc suisse ou au yen ce matin. Mais donc l'euro dollar, c'est perspective toujours baissière jusqu'à cette oblique dans un premier temps. Donc c'est vers les 1,1650. Voilà, je passe aux matières premières. J'ai quelques questions sur l'or. Ensuite, je repasse sur le forex, puis sur les cryptos. J'ai une question sur le Ripple de la part de Ramsey. Alors, l'or. L'or, regardez, test cette oblique. Cette oblique qui vient chercher le point bas de 2016, le point bas de 2017. Et vous voyez, on a pas mal de réactions, on a beaucoup de tests intraday, donc c'est très important d'attendre la clôture en dessous de cette oblique pour valider le signal. Parce que ceux qui vendent en intraday le chandelier, eh bien finalement, vous voyez qu'il y a une correction. Donc le marché, on voit bien qu'il réagit à ce seuil. Il n'est pas anodin ce seuil parce que c'est cette oblique. Donc voilà, faut être vigilant. Faut être vigilant maintenant, comme vous le savez, ce dollar index, il est quand même sous résistance. Donc j'ai envie de dire la perspective baissière de l'or est assez limitée, à mon sens, à part si le dollar franchit cette résistance. Dans ce cas-là, l'or dépassera très probablement cette oblique et ira chercher les 1250. Maintenant, tant qu'on n'a pas la clôture, faut attendre les confirmations. Et donc, il n'y a rien à faire pour le moment sur l'or. En intraday, j'ai envie de dire que, vous voyez, on a des plus bas qui sont retrouvés fréquemment. Donc, voilà, ce seuil à peu près, plutôt celui-là, 1288 $, ça s'achète en intraday. Et à l'inverse, la borne, bah regardez, vous mettez en 1 heure. En 1 heure sur les 7 derniers jours. Sur une semaine, voilà. Vous voyez qu'on a un parfait range entre cette zone de prix et celle-ci. Donc 1294, 1288. C'est deux bornes intraday pour du range trading. Le pétrole, donc le pétrole continue d'être soutenu hein, par différents catalyseurs, l'Iran, mais surtout à court terme, depuis le début de la semaine, le Venezuela, comme vous le savez. De nouvelles sanctions américaines ne sont pas impossibles et sont même fortement possibles suite à la réélection du président vénézuélien. Pardon, parce que moi je suis un petit peu, j'ai la gorge un petit peu prise.
Donc le Brent est soutenu, tout comme le brut WTI. Néanmoins, la résistance psychologique à 80 dollars n'est toujours pas franchise, et je pense que le risque baissier domine sous ce niveau-là. Et regardez cette tendance, sans réelle respiration. Ici, on avait une belle tendance haussière. On avait eu une hausse de 113%. Ici, on a quoi? Une hausse de 80%. Et lorsque nous avions eu cette hausse, on a une correction de 38 à 50%. Donc, vous voyez que 80%, moi personnellement, ça me semble une bonne résistance. Et donc, si on part du même principe que, enfin, de toute façon, statistiquement, un retracement est généralement entre 38 et 50% de la précédente tendance. Donc, si on utilise cette impulsion, 38-50%, vous voyez, c'est un retour vers les 65 dollars. Et je pense que c'est possible, on va dire, cet été, d'ici 1 à 2 mois, qu'on retrouve le pétrole par ici, à sa moyenne mobile à 200 jours, tout simplement. Donc pétrole, est-ce qu'il faut le vendre? Non, pas encore, parce qu'on n'a pas de signaux baissiers. On a un RSI qui forme un top, mais pour le moment on n'a pas de divergence. Le prix bien au-dessus de sa moyenne mobile à 200 à 20 jours. Donc voilà, pour le moment on n'a pas de signaux baissiers. Est-ce qu'il peut continuer à augmenter? La réponse est oui. Si demain on a les États-Unis qui annoncent des sanctions contre le Venezuela, on aura le brut qui va, enfin les cours de pétrole qui vont continuer à augmenter. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de prévoir, j'ai envie de dire, à très court terme, ce qui va se passer sur le cours de pétrole. Maintenant, tant qu'on n'a pas de franchissement des 80 dollars, je pense que cette résistance est solide. Maintenant, est-ce qu'il faut de là à shorter le pétrole à 80 dollars? Ça, c'est à vous d'en juger. Mais personnellement, je trouve ça un petit peu risqué. Voilà, donc le Brent, à terme, hein, d'ici 1 à 2 mois, je pense que c'est possible de le retrouver vers les 65 dollars. Et le brut, tac, retracement de Fibonacci, vous voyez, vers les 60 dollars pour le brut. Je fais euro-yen, euro-CHF et ensuite je passe au Ripple parce que j'ai des questions sur l'euro-yen et l'euro-CHF. Donc l'euro-yen, plutôt une perspective baissière sur du court terme. Voilà, 130, on est en train de dépasser 130. En intraday 128,85, ça me semble largement possible. En intraday ou en swing pour cette semaine concrètement. Et possible repli jusqu'à 126. 126, étant donné que l'euro devrait continuer encore à baisser. Il va être sous pression jusqu'à la décision des taux de la Fed qui aura lieu le 13 juin prochain. Donc d'ici le 13 juin, je pense que l'euro, la livre sterling vont tous les deux rester sous pression. Donc, et le yen à l'inverse va probablement s'apprécier. Donc l'euro yen d'ici le 13 juin, il y a de fortes chances, je pense, en tout cas c'est ma perspective, hein, c'est vraiment mon opinion, que l'euro yen soit sous pression et qu'il tende vers les 126. Et pour l'euro CHF, bien l'euro CHF, voilà, je pense qu'il a de quoi venir chercher les 1,15. Maintenant, il faudra attendre la clôture journalière sous la moyenne mobile à 200 jours pour donner davantage de conviction à cette stratégie baissière. Mais on a déjà eu une belle baisse. Hein. Nous, on est baissier, je vous rappelle, depuis à peu près voilà, début du mois de mai, donc depuis les 1,19 et quelques, jusqu'à cette oblique. Donc ça a été atteint, il y a plus de 200 pips. Ouais, il y a plus de 200 pips, près de 250. Donc on a eu déjà un bon scénario sur l'euro CHF. Et nous sommes encore sur le GBP CHF qui tend vers les 1,32. Voilà, et pour le Ripple, donc le Ripple, euh, voilà, baisse sur Ripple. On a une claque hein, ce matin sur les crypto-monnaies qui sont en baisse. Et voilà, on a un nouveau test du récent plus bas à 0,63 dollars. Un franchissement de ce support serait un signal baissier jusqu'à 0,50. Et je pense que c'est possible au vu de la tendance des autres cryptos. Bitcoin, qui reteste son récent plus bas du mois d'avril. Si on a une clôture sous ce plus bas, ce sera un signal baissier jusqu'à ses plus bas de l'année à 6500 dollars. Et l'Ether, c'est pareil. L'Ether teste ce pivot à 635 et sa moyenne mobile de 100 jours. Si on a un dépassement de ce support, ce sera un signal baissier jusqu'à 500, voire même 400 dollars. Et le Ripple ne restera pas indifférent.
Didier qui nous dit le gaz, je le trade rarement, mais là il y a une bonne configuration. Alors regardons cela, c'est vrai que je regarde pas souvent le gaz. Donc je sais qu'on avait une stratégie haussière en février qui avait pris beaucoup de temps et qui finalement voilà fut pas un échec parce que certains ont clôturé en gain. Personnellement j'avais clôturé en léger gain, mais d'autres ont clôturé au break-even parce qu'on avait de quoi remonter le stop au prix d'entrée. Mais finalement l'objectif a été atteint. Bon, je le comptabilise pas comme une stratégie gagnante étant donné que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais donc, c'est vrai qu'il y a une configuration sympa. On a, vous voyez, un canal baissier. Maintenant, est-ce qu'il faut passer à la vente tout de suite? La réponse est non. À l'achat non plus, parce que d'un point de vue ratio risque-rendement, je vois pas trop où est-ce qu'on pourrait placer un stop pour avoir un ratio positif si on a un objectif à 3 dollars. Vous voyez, objectif 3 dollars, c'est 77 points de potentiel gain. Si on met un stop en dessous du précédent plus bas, c'est 84 points de risque. Donc, ratio risque-rendement négatif, ce qui m'intéresse pas. Bonjour, j'ai une question. Quand c'est l'été, est-ce que le marché a une tendance baissière par rapport aux vacances? Alors, je suppose que vous faites référence au marché action. La réponse c'est oui. Statistiquement, sur du long terme, on a des baisses lors de au mois pardon euh, pendant l'été, mis à part fin juillet début août, étant donné que fin juillet début août, c'est la publication des résultats des entreprises américaines, enfin la publication des résultats du second trimestre. Et donc pendant la publication des résultats, on a beaucoup de publications, de réactions. Mais sinon, oui, d'un point de vue statistique et de début mai à fin septembre, c'est généralement la tranche, la période où le marché est en baisse. Je dis bien statistiquement sur du long terme, parce que ce n'est pas tous les années le cas. Voilà. Et sinon, les autres marchés, oui, il y a des réactions de façon saisonnière, mais voilà, pour ce qui est des devises, non, il n'y a pas vraiment de réaction, enfin, de statistiques qui permettraient de dire en juillet le CAD surperforme toutes les autres devises. Mais pour les marchés actions, oui, c'est le cas. Les meilleurs mois pour investir sur le marché actions, c'est le mois d'octobre et le début d'année, surtout au mois de février. Voilà. Il y a une exception, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est la seule exception. C'est-à-dire qu'il progresse statistiquement tout le temps. Il y a un site que je peux vous conseiller pour regarder ces évolutions. Vous devriez le voir sur l'écran dans un petit instant. Ça s'appelle Equity Clock. Equity Clock. Vous allez donc dans Benchmark, Index. Et là donc, on va ouvrir le NICE. Donc le NICE c'est plus de 2000 actions. Hein. On va ouvrir le Nasdaq 100 et le CAC 40. Comme ça on a quelques exemples. Non, S&P, c'est pas grave. Si on a le NICE, on n'a pas forcément besoin de prendre le S&P. Alors le CAC et le Nasdaq sont sur la 4ème page, il me semble. Oh non, ils ont bougé. Nasdaq Composite. Moi, je cherche le Nasdaq 100. Voilà. Nasdaq 100 et le CAC 40. Voilà. Donc le NICE, vous pouvez voir que donc vous pouvez descendre directement sur ce tableau. Gain frequency, donc c'est le pourcentage sur les 20 dernières années de mois en gain. Et donc vous pouvez voir que euh, là où il y a le plus de chances d'être en gain, c'est mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, on a souvent une baisse, 45% du temps en gain, donc c'est-à-dire on a moins d'une fois sur deux. Et enfin avril, avril et mai. Donc vous pouvez voir que si on compile, d'un point de vue statistique sur les 20 dernières années, ça donne cette courbe-là. Donc point bas, fin septembre, début octobre, point haut, fin avril, début mai. Nasdaq 100, vous voyez que, eh bien, il n'y a pas de point bas, pas de point haut, finalement. Il n'y a pas de cycle.
50% de gain, 50% de gain, 70%, 60, 55, 50, 65, 55, 55, 70, 75, 50. Donc finalement, statistiquement, on a généralement aucun mois, enfin moins d'une chance sur deux qu'un mois soit en baisse. Peu importe le mois, sur les 20 dernières années, généralement il y a plus de chances que le Nasdaq progresse tous les mois. Et le CAC, le CAC c'est un petit peu pareil que le NYSE, hein. Point haut réalisé fin avril début mai, point bas fin septembre début octobre. Voilà, et vous pouvez regarder sur n'importe quelle valeur, n'importe quelle action, enfin n'importe quelle, je ne sais pas si, en tout cas les actions américaines, sur le forex, sur les matières premières, il y a des commodities. Il y a même, alors je me souviens il y a quelques mois j'avais regardé, j'avais fouillé un petit peu dans ce site et j'avais trouvé full report. Non, c'est pas c'était Daily Report et il y avait en fait un graphique qui montrait, voilà, c'est cela. Voilà, excellent. Major indice, secteur, industrie, commodities. Et là, vous avez les bull market sur les 20 dernières années. Je vous envoie cette page si vous voulez fouiller de votre côté. C'est très intéressant de regarder. Voilà. Et donc, on peut voir sur les commodities, finalement, nous sommes en fin mai. Fin mai, vous voyez que c'est la fin du bull market du crude oil, donc du WTI, et le prochain bull market est du 21 juin au 20 août. Là, on est en plein bull market du gaz. 13 mars au 18 juin. Et le prochain bull market, donc ça va être le 21 juin, c'est le pétrole. Du 21 juin au 20 mai, au 20 août. Alors ce n'est pas pour autant qu'il faut programmer des achats le 21 juin jusqu'au 20 août. Hein. Mais en tout cas, ça donne des indications sur, oui, les saisonnabilités, les cycles, tout simplement. Et voilà, tout simplement. Écoutez, on arrive à terme de ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux. Euh, je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, à demain pour mon prochain point de marché, à ce soir pardon pour le webinaire éducatif, et ensuite pour ceux que je n'entendrai pas au webinaire éducatif, et bien demain matin pour la prochaine revue de marché. Merci à vous et bonne journée.